Énigme et aventure. Une enquête mène à tout, à condition d'en mourir. Une pièce de René Vizère. Jamais je n'accepte pas de porter un cercueil de mon atelier. Mais vous avez Un petit renseignement. pas croyé. Silence, s'il vous plaît. Merci. Ceux d'entre vous qui ne pourraient pas suivre ces cours de protection civile pour des raisons de santé devront se présenter après l'appel au médecin du centre. Bien. Vous allez être répartis en 3 et vous irez ensuite toucher votre équipement. Le premier groupe aura comme instructeur M. Cholet. En feront partie Berger Louis. Oui, oui. Un seul oui suffit amplement. Neuhoff Karl. C'est présent. Talbot Paul. Oui. Kiège Joseph. Présent. Vedeau Georges. Présent. Passons au second groupe, qui aura comme instructeur M. Bucher. Nous y voilà. Cette pièce sera notre salle de classe pour la théorie. Vous pouvez vous installer. Notre groupe se compose uniquement des cadres des établissements Vaudot. J'espère que cela ne vous choque pas d'avoir votre veilleur de nuit comme instructeur. Oh non, pas du tout, non, comme ça on reste entre nous. C'est un peu l'idée de nos stratèges. En vous groupant pour suivre ces cours, ils ont pensé que vous seriez plus efficace. Vous savez que notre usine est le seul bâtiment de la région qui dispose d'abris conformes. Ils nous ont coûté assez cher. Ah, ça, on peut le dire. Oui, monsieur Berger. Puis-je poser une question? Bien entendu, allez-y. Et pourquoi m'a-t-on donné un casque qui me tombe sur les yeux? Essayez de le mettre dans le bon sens. Vous verrez qu'il vous ira beaucoup mieux. D'ailleurs, vous pouvez l'enlever. Nous n'en aurons besoin que lors de la 3e leçon. Une autre question? Oui. Monsieur Talbot. Et fallait-il vraiment venir dans ces horribles locaux? N'aurions-nous pas pu suivre ces cours à l'usine? Pas bien, non, et je peux vous donner 2 bonnes raisons. D'abord, vous devez savoir que pour le moment, nos abris servent d'entrepôt. Et de quart de Oui. Ensuite, et là je me tourne vers monsieur Neuhoff que j'ai entendu protester tout à l'heure. Oui. Il paraît que ces salopettes ne tombent pas correctement sur ses souliers. C'est vrai. Eh bien, vous verrez que vous serez certainement plus à l'aise ici pour exécuter vos exercices que sous les yeux du personnel de l'usine. Hein. Et la salopette, ça va encore, mais quand vous serez casqué et que vous aurez enfilé pèlerines, gants et masque à gaz, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous me faites penser à mon dentiste quand il m'a dit attention, ça va faire mal. Ces cours ne sont pas si terribles. En attendant, nous allons aborder la leçon sur les premiers secours. Vous allez apprendre quelques règles vitales, puis nous passerons aux exercices pratiques sur les mannequins. Et ils ont beau être en plastique, ils sont tout de même assez réalistes. Sur ce panneau, vous pouvez lire les 4 questions que vous devrez toujours vous poser devant chaque cas. Première question, le blessé peut-il répondre? Voyons, monsieur Vaudot, si vous n'y allez pas plus délicatement, vous risquez de l'achever, ce blessé. Là, oui. Doucement, doucement. Voilà. Comme ça, il a une chance de survivre. Hein. Vous avez compris la manœuvre? Oui, Tout à bien. Nous allons passer au mannequin suivant. Monsieur Neuhoff, à vous. Ce blessé ne répond plus. Et il saigne beaucoup, hein? Oui, de l'arcade sourcilière. Il faudrait poser un garrot. Au cou. Restons sérieux. Monsieur Neuhoff, je vous écoute. Oui. Eh bien, il répond plus. Il a donc perdu connaissance. Il faut le mettre en position latérale, non? C'est juste. Allez-y. Oui. Oui, c'est bien. Ça? Une jambe à l'équerre, hein? Ne pas oublier. Ça l'empêchera de rouler.
Comme ça? On ne devrait pas lui faire un pansement? Oh, nous ne sommes pas des Samaritains. À la rigueur, vous pouvez utiliser votre triangle d'étoffe pour protéger la blessure contre la poussière jusqu'à l'évacuation du blessé. Bien. Maintenant, nous allons passer dans un autre local où je vous ai préparé le dernier cas. Moi aussi. Heureusement qu'on arrive au bout. Je n'aime pas beaucoup ces exercices. Et encore, ce ne sont que des mannequins. Je me demande comment je réagirais devant un cas réel. Et voilà le dernier cas. Oh non, mon Dieu, pas ça. Il est salement arrangé, celui-là. Dans un état pareil, il doit être mort. Il suffit de leur couvrir une couverture. Alors, monsieur Piège, ça ne va pas? Vous n'allez pas vous évanouir. C'est vrai, vous êtes tout pâle. Aimeriez-vous boire un verre d'eau? Non, merci, ça va aller, je vais m'asseoir un peu. Bien, moi qui pensais interroger monsieur Tièche, mais dans son état, il serait capable de tirer le blessé par les pieds. N'est-ce pas, monsieur Tièche? Bon, nous allons sauter ce cas. Il dépasse un peu vos compétences. D'ailleurs, c'est l'heure de la pause. Nous nous retrouverons d'ici 3/4 d'heure dans la salle de classe. Bien. Je vais aller préparer le cours suivant. Et moi, je me mets en civil. Vous aussi, monsieur Talbot? Oh oui, je meurs de chaud. Bon, moi, je vous laisse. Je vais aller boire ma bière. Alors, Piège, cette bière vous a remis d'aplomb? Pensez-vous? Je n'ai même pas réussi à me faire servir, le bistrot était plein comme un œuf. Vous auriez dû venir avec nous au bar à café. Au fait, Nayo, n'était pas avec vous? Ma foi, non. Les autres sont déjà rentrés? Je ne crois pas. Enfin, je sais pas. Vaudou nous a quittés pour aller téléphoner. Un jour loin de son usine, et il voit déjà le spectre de la banqueroute. Ah, voilà, monsieur Talbot. Je suis en retard? Non, nous avons encore le temps. Vous avez aussi téléphoné? Non. Vaudou a dit qu'il allait le faire. J'espère que tout va bien à l'usine. Vous n'avez pas vu Nao? Non. Je voulais lui demander s'il avait fait le nécessaire pour le prochain spot à la télévision. Il n'y a vraiment pas moyen de discuter pendant ses cours. Je préfère Cholet comme veilleur de nuit que comme instructeur. Bon, on y va, j'ai envie de m'asseoir. À vos salopettes, messieurs. Quel est le sujet du prochain cours? On va pas encore utiliser ces affreuses choses en caoutchouc, j'espère. Quoi, les masques? Je suis sûr que vous allez adorer ça. Ils auraient dû nous donner des chapeaux pointus, pas des casques. Se déguiser à mon âge. Ah, non, permettez, ce sont mes salopettes. Oh, pardon. Oh, déjà venu. Quelle belle. Il faut y aller, messieurs. La pause est terminée. À vos ordres, mon général. Qu'est-ce que vous avez préparé, monsieur Cholet? Oh, sacrebleu! Venez vite! Bon sang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Cholet. Répondez. Cholet. Talbot, appelez le médecin, vite. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas besoin de crier comme ça, je sais bien que j'ai quelques minutes de retard, mais quand même. Il s'agit bien de vous. On a trouvé Cholet par terre, la tête en sang. Quoi? Oui. Et je crois bien qu'il est mort. Attention, ne touchez à rien. Regardez, là, dans le coin. Qu'est-ce que c'est? On dirait un dossier vérin qui servent à débloquer les portes blindées. Et il est plein de sang. Faut avertir la police. Cholet a été assassiné. Sirou, directeur du centre. C'est moi qui vous ai téléphoné. Commissaire Altas, je suis venu aussi vite que j'ai pu, mais j'étais seul au bureau, j'ai dû trouver quelqu'un pour me remplacer. Ça s'est passé où? Dans la salle de classe, au fond du couloir. Voulez-vous que je vous y conduise? Tout à l'heure. Ces messieurs sont les témoins? Eh oui, c'est en revenant de la pause que Oui, nous... excusez-moi, je vous interrogerai plus tard. Monsieur Siro m'a déjà expliqué au téléphone comment vous avez découvert la victime. Alors pour le moment, je vous demanderai simplement de vous présenter. Alors, monsieur? Georges Vaudot, directeur des établissements Vaudot. Monsieur Talbot, mon associé. Monsieur Tièche, comptable. Oui, attendez pas si vite, il faut que je note. Un comptable. Voilà, oui. Karl Nayo. Je m'occupe de la publicité. Hum. Et Louis Berger, chef de production. Parfait.
Merci. Oui, ces messieurs font tous partie de la même maison. C'est noté. Puis-je vous demander ce que vous fabriquez? Du matériel électronique. Bien. Y avait-il encore quelqu'un d'autre dans cette cave au moment du meurtre? C'est un abri, commissaire, pas une cave. Les deux autres classes visitent une installation en ville. Donc, à part moi, il n'y avait que le médecin et le comptable. Ils sont près de la victime. Je vais y aller. En attendant, messieurs, je vous prierai de rester ensemble. Vous pourriez vous rendre à la cantine? Oui, c'est ça. Et quant à vous, monsieur Siro, je vous rejoindrai dans votre bureau. Ah oui, vous voudrez bien montrer le chemin à ces messieurs de l'identité lorsqu'ils arriveront. Hélas, non, monsieur Siro, nous n'avons encore rien trouvé. Évidemment, sur ce béton, pas de traces significatives. Et pas d'empreinte non plus sur l'arme du crime. Oui, j'aimerais que vous me parliez de la victime. J'ai sorti son dossier. Henri Cholet, 48 ans, marié. Il travaillait comme veilleur de nuit. Aussi aux établissements Vaudot? Oui. Un brave homme. Un peu taciturne. Quand il s'est inscrit pour devenir instructeur, nous avons accepté tout de suite. Car nous avons des difficultés de recrutement. Il faut vous dire aussi que cette fonction est bénévole. Ah oui. Et il vous a dit pourquoi il voulait devenir instructeur? Est-ce qu'il avait le feu sacré? Non, pas vraiment. Non, j'ai eu l'impression qu'il voulait se changer les idées. Oui, il a perdu son fils il y a 2 ans. Et je crois que ça l'avait bouleversé. Tenez un jour, pour un exercice, il aurait dû se rendre près de l'endroit où son fils a eu son accident. Eh bien, il a préféré se faire porter malade. Oui, en plein cours d'instruction. Un être sensible alors? Oui. Oui, mais ça m'avance pas beaucoup pour mon enquête. Et pourtant, j'espère que vous mettrez rapidement la main sur son assassin. Se faire ainsi assommer au fond d'un abri. Quel triste destin. Mais vous savez, il n'y a pas eu lutte, et le premier coup l'a tué net. Il n'a pas souffert. Est-ce qu'il était bon instructeur? Je crois, oui. C'est d'ailleurs lui qui nous avait proposé de réunir les cadres de son usine. Et il prenait son travail à cœur. Il leur avait préparé une jolie série de mannequins. Enfin, le dernier dépassait même le cadre du cours. Faut pas oublier que Cholet était aussi samaritain. Oui, je les ai vus, ces mannequins. Oui. Et on peut imaginer que ce pauvre Cholet a dû prendre bien du plaisir à préparer pour ses patrons des exemples bien sanguinolents. Et il se doutait pas qu'il se retrouverait à côté d'eux. Oui, c'est affreux. Oh mon Dieu. Et sa femme, il faut la prévenir. Oui, un de mes inspecteurs va s'en charger. Bon, j'en arrive à la question rituelle, monsieur Siro. Oui. Où étiez-vous à l'heure du crime? Mais dans ce bureau, en compagnie du comptable et du toubib. Durant les pauses, ils me rejoignent pour boire un café. C'est dire d'ici que nous avons entendu M. Talbot demander du secours. Et quand avez-vous vu Cholet vivant pour la dernière fois? Au début de la pause. Oui, il est venu m'apporter la feuille d'appel. Je lui ai offert une tasse de café, mais il a refusé. Il devait retourner dans la salle de classe pour préparer le cours suivant. Rien n'a disparu? Rien, non. De toute façon, nous recommandons toujours aux hommes de garder leur valeur sur eux. Et vous n'avez rien entendu? Enfin, des éclats de voix? Ma foi, non. Oui, mais la salle de classe est assez éloignée, n'est-ce pas? Bon, je vais encore vous demander un service, monsieur Siro. Pourriez-vous me prêter votre bureau pour procéder aux premiers interrogatoires? Il est à votre disposition, commissaire. Je vous remercie. Oui. Alors, je vous demanderai de payer monsieur Vaudot. Prenez place, monsieur Vaudot. Merci. Quelle histoire! Oui, une triste histoire, à laquelle il manque encore un épilogue. Ainsi, monsieur Cholet travaillait chez vous? Depuis une dizaine d'années, oui. Et il ne sera pas facile à remplacer. Il habitait sur place? Un 4 pièces, dans l'annexe. Lui connaissiez-vous des ennemis? Non. Je crois qu'il s'entendait bien avec tout le monde. Mais vous devriez demander ça à M. Muche, mon chef du personnel. Et avec les cadres,
pas de problème. Vous voulez dire ceux qui suivent ces cours? C'est ça, oui. Mais enfin, n'importe qui aurait pu l'assommer. On entre dans ces locaux comme dans une église. Les portes sont toujours ouvertes. N'ayez crainte, j'élargirai le cercle de mes investigations s'il y a lieu. Pour le moment, je cherche simplement à réunir le maximum d'informations en questionnant les témoins. Dois-je vous préciser que nous n'avons pas assisté au crime? Le terme témoin a un sens beaucoup plus large, rassurez-vous. Ainsi, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Anormal. Mais tout me semble anormal. Mettez-vous à ma place. On m'arrache de mon bureau, je me retrouve affublé d'une tenue au moins 3 tailles trop grande. Et on me fait remuer des mannequins pleins de sang. Et moi qui dois boire un cognac quand je me coupe en me rasant, j'étais surpris de ne ressentir presque rien devant ces pantins désarticulés. Tenez, Monsieur Tièche, c'est le seul qui ait eu une réaction normale. Il s'est senti mal, lui. Oui, nos réactions sont parfois imprévisibles. Monsieur Cholet en a fait la triste expérience. Hein. Mais dites-moi, en 10 ans, vous avez dû apprendre des détails sur sa vie privée, non? Commissaire, vous pensez vraiment que je n'ai rien d'autre à faire que de m'occuper de la vie privée de mon personnel? Pour le moment, je pense seulement que j'ai un meurtre à élucider. Et sa femme? Oui? Jolie? Enfin, pourrait-elle être le sujet d'une altercation? Elle n'est pas laide. Pour le reste, vous pourrez lui poser directement la question. Alors, rien du tout. Et que voulez-vous que je vous dise? Voyez éventuellement avec Monsieur Berger, mon chef de production. Je me souviens de les avoir entendus parler de jeux. Poker, je crois. Ah, Cholet jouait au poker. Tiens. Bien, une dernière question. Où étiez-vous pendant la pause? Mais au bar à café avec, Talbot et Berger. Et vous êtes restés tout le temps, ensemble? Presque. J'ai juste donné un coup de téléphone au bureau, simple habitude. Enfin, toutes ces questions, vous ne croyez tout de même pas? Oh, simple habitude. Alors, je vous remercie, Monsieur Vaudot, ce sera tout pour le moment. En retournant à la cantine, seriez-vous assez aimable pour m'envoyer, voyons... C'est ça, disons Monsieur Berger. Alors, Monsieur Berger, vous connaissiez bien Monsieur Cholet? Ah, bah, vous savez que j'ai joué au poker avec lui. Monsieur Vaudot m'a dit qu'il vous en avait parlé. Ah, il vous a prévenu. Oui, très délicat de sa part. Vous avez perdu une grosse somme. Ah, il vous a dit ça aussi? Ma foi, non, mais puisque vous y êtes. Ah, bah, vous savez, ce soir-là, on avait un peu bu, et puis... Combien? Ah, bah, plusieurs verres, je sais pas. Non, je veux dire, combien vous avez perdu? Bah, je sais pas comment c'est arrivé, mais quand on s'est quitté, je lui devais près de 5000. Oh, bigre. Pour des amateurs. Ah, bah oui. Mais je vous l'ai dit, on n'était pas simplement ivres. En tout cas, moi. Et en y repensant, ça ne m'étonnerait pas qu'il m'ait fait boire exprès. Qu'est-ce qui vous donne cette idée? Ah bah, l'énormité de l'enjeu. Bon, c'était pas son genre, mais j'ai pensé à une blague. Alors, le lendemain, j'ai été le trouver. Rien à faire. Il a juste consenti à patienter. Je sais pas, moi, mais j'ai eu l'impression qu'il attendait quelque chose de moi. Chantage? Oh non, pas vraiment. Ah, vous savez, il avait pas mal changé depuis la mort de son fils. Vous jouiez souvent? De temps en temps. Bon, on s'était découvert une passion commune pour ce jeu. Il faut bluffer, on aimait ça. Et bien entendu, après la mort de son fils, on n'a plus rejoué. Jusqu'à ce fameux soir. Il avait sans doute le cafard. Toujours est-il qu'il m'avait proposé une partie. Voilà. Remarquez, je pense que les choses se seraient arrangées quand même. Hein. Et pas de la façon que vous croyez. Hein. Mais je ne crois rien, Monsieur Berger. Bon, ça s'est passé il y a longtemps? 6 mois environ. Ces derniers temps, cette dette ne semblait plus l'intéresser beaucoup. Et la dernière fois que je lui en ai parlé, il a simplement haussé les épaules. D'où mon espoir d'un arrangement. Oui, curieuse histoire. Bon, passons à autre chose. Quand Monsieur Vaudot est allé téléphoner au bar à café, vous l'avez attendu? Ah non, je suis parti en avant. Monsieur Talbot est resté pour payer les consommations. Oui, on payait chacun à son tour. Et messieurs Tièche
et Neuhoff. Ah bah, Tiesch tient sa bière, il va au café. Quant à Neuhoff, je sais pas. Nous avions déjà découvert la victime quand il est arrivé. Puisque M. Vaudot m'a rapporté, bien innocemment, un fait vous concernant, vous n'auriez pas, à votre tour... pour qui me prenez-vous? Pour un délateur? Vous faites décidément un bien triste métier. Non, commissaire. Vous en apprendrez bien assez sans moi. Mais c'est mon souhait le plus vif. Merci, Monsieur Berger. Pourriez-vous encore prier Monsieur Neuhoff de venir ici, s'il vous plaît? Tiens, Monsieur Tiesch. Je pensais voir Monsieur Neuhoff. Ah, il n'est plus là. Quoi? Il a dit qu'il voulait se rendre aux toilettes et... il est parti. C'est impossible, j'ai placé un planton à l'entrée. Il a l'ordre de ne laisser passer personne. Vous avez oublié qu'un abri possède des sorties de secours. Oh, sapristi. Excusez-moi. Oui, allô, ici le commissaire Altas. Oui, faites le nécessaire pour me retrouver un certain Neuhoff. Oui, Karl Neuhoff, publicitaire domicilié rue Bourgard 16. La trentaine, taille moyenne, oui, une barbe en collier, porte une chemise à carreaux rouges. Excusez-moi, est-ce qu'il a une voiture? Ah oui, une Fiat 1500 bleue. Merci. Oui, alors il se déplace en Fiat 1500 bleu. Alors, voyez chez lui, aux usines Vaudot. Appliquez le dispositif habituel, hein, et dès que vous aurez mis la main sur lui, appelez-moi ici. Mais attention, hein, pour le moment, il n'est encore que suspect. Alors, allez-y mollo. Dites-moi, vous pensez que c'est lui qui a... On verra quand on l'aura retrouvé. Asseyez-vous, Monsieur Tiesch. Merci. Oui, j'ai appris qu'il était arrivé en retard après la pause. Est-ce qu'il était avec vous? Ah non, j'étais seul. Et je peux vous dire qu'il n'était pas au bar non plus. Tiens, vous vous êtes renseigné? Non, on en a parlé comme ça avec Berger. Quelqu'un vous a vu au café? Alors là, je pense pas, c'était plein d'ouvriers. Comme j'avais gardé mes salopettes. En plus, je ne suis pas du quartier. Attendez. Je me suis accroché avec la sommelière parce que je n'arrivais pas à me faire servir ma bière. Peut-être qu'elle s'en souvient. Oui, nous vérifierons. Parce qu'on est tous suspects. Je suis navré, mais je ne fais que mon métier. Bon, voyons, quel contact entreteniez-vous avec la victime? Oh bon, sans plus. On se croisait le matin, on se croisait le soir. Bon, eh bien, puisque M. Neuhoff nous a quittés, il ne me reste plus qu'à voir M. Talbot. Alors, pouvez-vous le prier de venir me rejoindre? Oui, entrez. C'est ici. Je n'étais pas sûr. Oui, prenez place, M. Talbot. Merci. Vous ne savez pas où M. Neuhoff a pu aller par hasard? Ah non, pas du tout. Si chacun s'occupait de ses affaires, tout irait mieux dans ce bas monde. Oui, c'est une opinion. Enfin, personnellement, j'estime qu'il faudrait au contraire s'occuper un peu plus de son prochain. Cela éviterait pas mal de drames, croyez-en mon expérience professionnelle. Cela dit, puis-je vous demander ce que vous avez fait après avoir payé les consommations? Vous êtes resté seul et on ne vous a revu que 20 minutes plus tard. Un simple téléphone. À l'usine, vous aussi? Oui. Non. C'est-à-dire... Il n'y a pas lieu de vous troubler. Si? Non. Non. Écoutez, je vais être franc, mais j'ose espérer que ce que je vais vous apprendre restera confidentiel. Ah, je ne peux rien garantir avant de vous entendre. Vous me comprenez? C'est très délicat. Nous sommes sur une grosse affaire et disons que je n'approuve pas entièrement la façon dont mon associé, M. Vaudot, s'en occupe. En fait, il est possible qu'il ait appelé l'usine pendant la pause pour donner des ordres et pas seulement pour demander des nouvelles. Or, j'aime bien être tenu au courant, car j'ai investi de gros montants dans cette affaire. Oui, alors? Eh bien,
J'ai appelé ma secrétaire. Ah. Elle m'est très dévouée. Et comme en poussant votre enquête, vous finirez par tout apprendre, et le reste du monde avec vous d'ailleurs, autant que ce soit moi qui vous en informe. Ma secrétaire enregistre toutes les conversations téléphoniques. Je lui ai simplement demandé de me repasser la bande. Ah. Cela vous choque? Pour être aussi franc que vous, oui, un peu. Mais je pense que cela devient de plus en plus courant dans le monde des affaires. Et puis, ça nous arrive parfois aussi. D'ailleurs, je suis sans doute espionné moi-même. Pensez-vous que M. Cholet ait pu être mêlé à tout ça? Mon Dieu, je n'espère pas. Pourtant, durant ces rondes de nuit, il aurait pu tomber sur une de ces bandes magnétiques. Quelles en auraient été les conséquences? Ces bandes ne restent jamais au bureau. Je les emporte chaque soir à mon domicile. C'est une précaution élémentaire. Maintenant, si nos concurrents se trouvaient avisés de ces transactions, ça nous causerait des torts considérables. Oui, des torts considérables. Je serais navré de devoir orienter mon enquête dans ce sens, mais... Donc, vous permettez. Allô? Oui, c'est moi, oui. Oui, où ça? Tiens. Oui, alors, restez sur place, j'arrive. Monsieur Talbot, je ne pense pas devoir vous garder ici plus longtemps. Vous pourrez en avertir aussi vos collègues. Cependant, on voudrait bien tous rester à ma disposition jusqu'à nouvel avis. Je vous remercie. Monsieur le commissaire, je vous jure qu'il est innocent. Durant la pause, il était avec moi. Oui. Et c'est pour conseiller à Madame Cholet de me raconter ça que vous avez pris la clé des champs, Monsieur Nayouf. Je ne voulais pas que Jeanne apprenne la triste nouvelle par un de vos inspecteurs à gros souliers. J'éprouve beaucoup de tendresse pour elle. Son mari l'a délaissée. Alors qu'après la mort de leur enfant, elle aurait eu besoin de toute l'affection du monde. Karl, je te remercie. Mais monsieur le commissaire est trop en dehors de tout ça pour comprendre. Madame, je vous prie de croire que même un commissaire éprouve parfois des sentiments. Je vous présente toutes mes condoléances. Vos rapports avec Monsieur Nayouf ne me regardent qu'en fonction de leur relation avec la mort de votre mari. Ce dernier était-il au courant pour vous deux? Je ne sais pas. Karl vous l'a dit. Il ne semblait plus s'apercevoir de mon existence. Et ceci depuis le décès de votre fils? Non. Au début, le chagrin nous avait rapprochés. Bien des couples sur le point de se quitter espèrent en la naissance d'un enfant pour sauver leur ménage. Chez nous, ce fut le contraire. Mais j'ai appris que votre fils était mort accidentellement. Jean-Pierre a été tué par un chauffard qui s'est enfui. J'ai vécu des jours terribles. La présence d'Henri m'a évité de devenir folle. Et puis les mois ont passé. L'enquête ne donnait aucun résultat. Henri ne pouvait supporter l'idée que ce chauffard puisse rester impuni. Il accusait la police d'incompétence. Petit à petit, il s'est mis à m'éviter, comme s'il me rendait responsable. Il sortait de plus en plus. Récemment, il s'est engagé dans la protection civile. Sans doute pour être encore moins souvent ici, où tout lui rappelait Jean-Pierre. Et c'est alors que Monsieur Nayouf... Karl et moi, nous nous aimons, c'est vrai. Mais au début, il n'a fait que m'apporter un soutien moral. J'en avais besoin. Ce n'est que récemment, alors que je n'espérais plus rien d'Henri. Pourtant, il n'avait pas mérité ça. Ah non, pas ça. Non, Monsieur Nayouf, je dois malheureusement poursuivre mon enquête. Où avez-vous rencontré Madame Cholet durant cette fameuse pause? Vous n'avez pas eu le temps de venir la rejoindre ici. C'est simple, j'habite près du centre d'instruction. Et vous n'avez sans doute pas de témoin? Évidemment.
Cette situation m'est très pénible. Pensez que j'étais avec Jeanne quand... Si c'est la vérité. Mais je n'avais aucune raison de tuer Henri. Je vous assure, commissaire, il ne s'occupait vraiment plus de son ménage. Il faut trouver l'assassin. Je ne veux pas que la vie de Jeanne soit bouleversée par cette enquête. Le seul résultat serait de la salir aux yeux du monde. Et là, c'est souffert comme ça. Vous avez encore des questions, commissaire? Oh, pardon, excusez-moi, je réfléchissais. Dites-moi, madame, l'accident de votre fils a eu lieu quand? Au mois d'août, il y a 2 ans. Oui. Dans quelles circonstances exactement? Il était parti pour faire du stop. Au début, on ne s'est pas trop inquiété. Il n'était pas fort pour donner de ses nouvelles. Mais au bout de 2 jours, nous avons quand même téléphoné à l'auberge de jeunesse où il comptait se rendre. Personne ne l'avait vu. On a alors averti la police qui a commencé ses recherches. C'est un cantonnier qui a trouvé le corps dans les fourrés, au bord de la route, à une 20aine de kilomètres d'ici. D'abord mon fils, et maintenant Henri. Tous les 2 morts comme ça. C'est trop. Jeanne, va t'étendre un peu. J'expliquerai le reste au commissaire. Vous permettez? Mais certainement. Je vous prie encore de m'excuser, madame, de réveiller ces pénibles souvenirs. La vie est parfois injuste, vous ne trouvez pas? Oui. Vous savez, la vie, c'est vous, c'est moi. Enfin, vous vouliez me donner d'autres détails sur cet accident? Enfin, le peu que j'en ai appris. Oui, l'autopsie a révélé que si Jean-Pierre avait pu recevoir des soins assez rapidement, il aurait survécu. Mais après l'avoir renversé, l'automobiliste l'a traîné sur le bord de la route et s'est enfui. On n'a pas relevé de traces? Non, rien. Il y a eu de violents orages durant cette période. Oui. Oui, ce soir-là, je ne pensais pas le voir pour la dernière fois. Vous l'avez vu avant son départ? Oui, nous avions une réunion à l'usine. Juste les cadres. C'est en arrivant dans la cour que j'ai croisé Jean-Pierre. Il avait 17 ans. Et comment? Il partait le soir pour faire de l'autostop? Il n'avait qu'une centaine de kilomètres à parcourir. Et il n'était pas si tard. Environ 20 heures. En été, la route principale, qui passe à environ 1 kilomètre d'ici, est très fréquentée. Quelqu'un l'aura mené jusqu'à l'embranchement de la Coudre et c'est en attendant la prochaine voiture qu'il se sera fait tuer. Et il n'y a naturellement pas de témoins? Non. Cet embranchement mène directement à l'auberge de jeunesse. Il n'y passe que peu de monde. Et la police a sûrement examiné toutes les voitures qui se sont rendues à cette auberge de jeunesse. Mais oui, mais sans rien trouver. Et pourtant, le véhicule fautif devait porter de sérieuses traces. Mais que voulez-vous? L'accident avait eu lieu plusieurs jours avant. C'était sans espoir. Et c'est ce qu'Henri n'a pas pu supporter. Mais je suis certain que la police a fait tout ce qu'elle a pu. Et depuis, rien? Non, rien. Ah si. Oui? Je me souviens que Jeanne m'a parlé de quelque chose qu'Henri aurait trouvé. Mais ça ne devait pas être important, car ils n'en ont pas informé la police. Ah, vous savez, lorsqu'il s'agit de la victime d'un meurtre, tout m'intéresse. Non, je dois malheureusement déranger Madame Cholet encore une fois. Je vais la chercher. Merci. Jeanne? Oui. Jeanne, tu peux venir un instant? Le commissaire voudrait une précision. Mais je vous prie de m'excuser, madame, mais monsieur Neuhoff vient de m'apprendre que votre mari
aurait trouvé quelque chose au sujet de l'accident de votre fils. Ah oui, c'est vrai. Un jour, l'hiver dernier, il est revenu à la maison avec le sac à bandoulière que Jean-Pierre portait ce soir-là. Il l'avait trouvé accroché dans les branches d'un arbre. Les feuilles étaient tombées. En plein été, on ne l'avait pas remarqué. Comment ce sac aurait été projeté au moment du choc? Oui, après tout, c'est possible. En tout cas, ça n'a servi qu'à raviver notre chagrin. Henri a été bouleversé par cette trouvaille. Quoi, M. Cholet serait donc retourné sur les lieux de l'accident? Mais, bien sûr. Enfin, je suppose. Vous avez l'air étonné. Mais vous ne lui avez pas demandé le lieu exact où il avait trouvé ce sac? Henri était très excité. Je n'ai pas pensé à lui poser la question. Sur les lieux de l'accident, pour moi, ça allait de soi, non? Et vous n'en avez pas parlé à la police? Depuis longtemps, Henri n'y croyait plus. Et puis, à quoi ça aurait servi? Messieurs, je vous ai réunis une fois de plus dans ces locaux pour tenter une expérience. Voilà, je désire que chacun d'entre vous se remémore soigneusement ce qui s'est passé hier matin. Mais avant d'aller plus loin, je crois utile de vous donner quelques explications. Voilà, au cours de l'enquête, il m'est apparu qu'un certain fait revenait continuellement à la surface. Oui, comme ces bulles qui dénoncent le cadavre qu'on a voulu immerger. Et c'est bien d'un cadavre qu'il s'agit. Celui du fils de M. Cholet. Plusieurs témoins ont remarqué combien il avait été touché par cette perte. Or, j'ai appris hier par sa femme qu'il avait trouvé, pendu dans les branches d'un arbre, le sac que son fils portait le soir de l'accident. Pour elle, son mari était forcément retourné sur les lieux du drame dans l'espoir insensé de découvrir un indice, enfin une trace quelconque. Sa vie n'avait plus qu'un but, mettre la main sur l'assassin de son fils. Et c'est exact. Il parlait de moins en moins, mais quand il ouvrait la bouche, c'était le plus souvent pour vitupérer contre la police. Oui, seulement voilà, je me suis souvenu que M. Sierro, incidemment, m'avait raconté que Cholet avait préféré se faire porter malade en plein cours d'instruction plutôt que de devoir retourner près de l'endroit où son fils avait été trouvé mort. Et cela n'a rien d'étonnant, c'est une réaction très courante. Alors, pourquoi ne pas supposer qu'il avait trouvé ce sac ailleurs? Par exemple, au bord d'une route, où il passait souvent. D'une route que l'on n'emprunte pratiquement que si l'on veut se rendre aux établissements Vaudaux. Donc, sa femme a bien précisé qu'après sa trouvaille, il était bouleversé. Pas triste, mais bouleversé. Et excité, comme après une révélation. Mais alors... Oui, un instant, monsieur Naouf. Cholet a certainement dû se rappeler que ce triste soir d'août se tenait une réunion des cadres. Monsieur Vaudaux, pourriez-vous m'en citer les participants? Enfin, vous ne voulez pas dire... Non, répondez à ma question, je vous prie. Mon Dieu, attendez, ça ne date pas d'hier. Voyons, nous devions discuter de ces nouveaux achats. J'étais présent, bien entendu. Il y avait aussi M. Talbot, M. Berger, M. Nehoff et M. Thièche. Ah non, M. Thièche a téléphoné pour s'excuser, il était malade. Enfin, dites-moi, M. Berger, ce soir-là, vous êtes arrivé avec pas mal de retard, hein? Non, mais que voulez-vous insinuer? Je vous ai déjà dit que j'avais dû changer une roue. Non, je ne me permets pas de m'accuser quelque chose. Messieurs, inutile de vous disputer, voyons. Laissez-moi poursuivre. Cholet est maintenant persuadé que l'un de vous a renversé son fils et l'a chargé dans sa voiture pour le déposer le plus loin possible afin de brouiller les pistes. Il ne prévient pas la police, on sait qu'elle ne découvre jamais rien. Bon, c'est du moins ce qu'il pense. Il décide donc de se débrouiller tout seul. D'abord, maladroitement. Il cherche, il fouine. Certains d'entre vous l'ont sans doute surpris en des endroits où il n'était pas censé mettre les pieds et en conçoivent des craintes pour leurs petits secrets. Mais lui ne trouve rien qui l'intéresse. Alors il essaie autre chose. Il essaie par exemple d'effrayer M. Berger lors d'une folle partie de poker. Quoi? Il m'aurait fait boire et perdre parce qu'il me soupçonnait d'avoir tué son fils? Mais
c'est complètement... Oui, c'est parfaitement ridicule, vous avez raison. Il s'en est d'ailleurs lui-même vite rendu compte. Votre dette ne l'intéresse plus, car il a une nouvelle idée. Une idée folle. Une idée qui lui prendrait du temps, mais cela ne constituait pas un obstacle. Une idée, enfin, qui marcha si bien qu'elle causa sa perte. Car, messieurs, ce pauvre Cholet avait réussi. Oui, il avait réussi à démasquer ce chauffard qui, en tuant son fils, avait du même coup brisé tous ses espoirs. Mais comment? Voyez-vous, je me suis fait communiquer le rapport du médecin légiste qui avait examiné le corps de Jean-Pierre, et je n'ai plus de doute. Eh bien, moi, je n'y comprends plus rien. Mais enfin, commissaire, vous voulez voir venir? Vous allez le savoir, messieurs, si vous voulez bien me suivre. Par ici, s'il vous plaît. Voilà, messieurs. Regardez. Regardez ce mannequin couché à vos pieds. Regardez ces blessures terribles. Fracture ouverte du tibia gauche, poitrine enfoncée, bras gauche démis, profonde plaie au front. Eh bien, ces blessures sont en tout point semblables à celles qui ont causé la mort de son fils. Ah, comme il a dû observer vos réactions en vous introduisant dans cette pièce. Comme il a dû guetter la moindre de vos paroles, le moindre de vos gestes. Bien sûr. Je comprends à présent. Ah, vous comprenez. Alors, messieurs, c'est le moment. Réveillez vos souvenirs. Je veux savoir tout ce qui s'est passé hier matin quand vous vous êtes retrouvés devant ce dernier mannequin. Ce dernier mannequin qui ne faisait plus partie du cours, mais qui avait un rôle autrement important à jouer sous le regard attentif d'un père ivre de chagrin et de colère. Bon sang, Tièche, mais c'est pas possible. Mais oui, je l'ai entendu murmurer, oh non, pas ça. Et il s'est trouvé mal. Pourtant, devant les autres mannequins, qui étaient tout aussi horribles à voir, il n'avait pas bronché. Enfin, vous êtes fou. Je n'y étais même pas à cette réunion, j'étais malade. Je vous ai téléphoné. Une bonne heure après le début de la séance. Et malade vous deviez l'être. Malade de peur. Après avoir tué un adolescent. Vous ne vous sentiez plus en mesure de paraître devant vos collègues. Et puis, votre voiture devait porter des traces. Et souvenez-vous, Cholet a fait une remarque. Ah oui, juste avant la pause, attendez. Il a dit que dans l'état où il se trouvait, Tièche aurait été capable de tirer le blessé par les pieds. Oui. En somme, monsieur Tièche, il vous informait que vous étiez démasqué. Mais vous aviez déjà compris. Et sans doute déjà pris la décision de le faire taire, définitivement. Mais, la sommelière peut témoigner, j'étais au café pendant la pause. Oh, elle vous a certainement vu, vous avez tout fait pour attirer son attention. Mais avant, une fois vos collègues partis boire leur café, vous avez amplement eu le temps de redescendre à la salle de classe. En passant, vous avez saisi ce vérin, une arme parfaite. Cholet savait que vous alliez revenir. Alors qu'avait-il l'intention de faire? Vous forcer à vous dénoncer, vous tuer peut-être? Nul ne le saura jamais. Vous l'avez assommé. Un seul coup a suffi. Non! Vous avez ensuite essuyé sommairement le vérin, puis vous vous êtes rendu au café pour vous mêler aux ouvriers en salopette, comme vous. Qui aurait pu dire depuis combien de temps vous étiez là? Les preuves! Vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas! Je connais mon métier, monsieur Tièche. Je me suis renseigné au service des automobiles. La plupart d'entre vous ont leur voiture depuis plus de 2 ans. Vous, monsieur Tièche, vous avez vendu la vôtre, après l'avoir fait réparer, je sais où. Mais nous trouverons, comme nous avons trouvé le nouveau propriétaire. Et je puis vous l'assurer, lorsqu'on transporte un corps ensanglanté sur plus de 20 kilomètres, il en reste toujours des traces. Maintenant qu'on sait quelle voiture examiner, on trouvera. Nos experts sont très forts à ce petit jeu. C'est terminé pour vous, monsieur Tièche. Il voulait me dénoncer. Je ne pouvais pas le laisser faire. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Je ne pouvais pas.
Monsieur Cholet. J'ai terminé votre travail. Vous venez d'entendre une pièce de René Wizaire, Une enquête mène à tout, à condition d'en mourir. La distribution était la suivante. Altas André Schmitt, Berger Jean-René Clair, Talbot Jean Fuller, Thièche Pierre Rueg, Neuhoff André Neury, Vaudot René Habib. Sierraud Jean Bruno, Henri Cholet Samu Benjamin, Jeanne Claire Dominique. Bruiteur Olivier Brun, assistant Pierre Schlegel, prise de son Geneviève Bovard, mise en onde Jean Cholet.